Bon, on continue avec l'évaluation clinique de nos patients MPOC-BIPOC. On a parlé de l'inspection. Maintenant, on va parler de la palpation. Si on palpe un patient, surtout si c'est un patient bronchite chronique, on va ressentir s'il y a une grande quantité de mucus qui bloque. On va ressentir moins quand le patient parle. Si on pose nos mains sur sa poitrine, c'est supposé vibrer. Quand faites-le sur votre poitrine, ça vibre quand vous parlez. Pour un patient qui est rempli de mucus, ce frémissement vocal-là va être diminué. La vibration qui se passe dans la poitrine quand on parle va être de beaucoup diminuée, puis c'est à cause du mucus. L'expansion pulmonaire chez un patient, surtout chez les patients emphysémeux, va être diminuée. Donc, si on pose nos mains, je sais pas si on les voit bien, si on pose nos mains sur un patient qui est emphysémeux, si on regarde nos pouces ici, on voit qu'il y a un espace là, entre nos pouces. Là. Quand on demande aux patients de prendre un grand respire, chez un patient normal, ça va faire comme ça. Chez un patient emphysémeux, ça va pas bouger beaucoup parce que son expansion pulmonaire elle reste expansionnée, elle ne diminue pas après. Donc, ça peut être quelque chose qui est diminué un peu. Pour la percussion, puis on s'attend pas à ce que vous soyez des pros de la percussion. Là, on est conscient que c'est quelque chose qui se développe avec le temps, avec l'expérience, avec la pratique. Mais il reste que si on percussionne un patient qui est plein de sécrétions, donc un bronchite chronique, en principe, le bruit devrait être plus mat, plus diminué. La sonorité devrait être plus mate. Tandis qu'un patient emphysémeux, que ses poumons sont pleins d'air, qui n'est pas capable de laisser sortir, donc ses poumons sont remplis d'air, la sonorité de la percussion chez un patient emphysémeux, elle va être très aiguë, elle va être plus aiguë parce que le son voyage bien au travers de l'air et ne voyage pas bien au travers du mucus. Donc, il va être diminué chez un patient qui est bronchite chronique, donc qui a les poumons pleins de mucus, puis va être augmenté chez un patient qui est emphysémeux parce que ses poumons sont pleins d'air. Ensuite de ça, à l'auscultation, on peut entendre des bruits normaux, surtout s'ils ne sont pas en crise, puis ils vont relativement bien. Les murmures vésiculaires peuvent être diminués, surtout s'il y a affaissement des alvéoles. Donc, chez les patients bronchites chroniques, les alvéoles seraient affaissées parce qu'elles sont pleines de sécrétions puis elles sont plus fonctionnelles. Et chez les patients emphysémeux, les alvéoles ne se gonflent plus, dégonflent plus, donc on n'entendrait pas l'air rentrer et sortir de ces alvéoles-là. On pourrait entendre des sibilances, les crépitants, beaucoup chez les bronchites chroniques, puisque c'est du mucus qui est accumulé dans les alvéoles. Chez les patients emphysémeux, on peut entendre des ronchis, des sibilants, mais on peut les entendre aussi là, chez les bronchites chroniques. Donc, le ronchi, c'est le bruit un peu de la baleine, ouh, surtout à l'expiration. Ouh, ouh. Tandis que la sibilance, c'est un bruit plutôt de sifflement, l'air qui essaye de passer au travers d'une petite lumière. Puis ça va être plus qu'un bruit aigu, un peu comme un sifflement, puis aussi à l'expiration. Ça serait plus des sibilances. Les crépitants, c'est vraiment un peu comme du popcorn ou du feu, ça crépite un peu. Tu sais, si on dit les cheveux, là, on prend les cheveux puis on les passe au travers de nos doigts, comme ça, sur le bord de notre oreille, ça serait ces sons-là, puis ça, c'est causé par les sécrétions. Les patients, surtout emphysémeux, vont avoir tendance à avoir une expiration qui est plus prolongée. Ils essayent de se débarrasser. Naturellement, ils essayent de se débarrasser de l'air qu'ils ont dans leurs poumons. Puis, ça se peut qu'à l'auscultation cardiaque, les bruits sont moins bien entendus parce que les poumons prennent plus de place, surtout si c'est les patients emphysémeux et qui ont un thorax en forme de tonneau. Ça se peut qu'on entende moins bien les bruits cardiaques parce que les poumons prennent trop de place. Donc, si vous vous demandez pourquoi qu'on vous demande de faire les auscultations pulmonaires, auscultations cardiaques, auscultations abdominales à tous les jours à vos patients en stage, ben,
premier lieu, c'est pour vous pratiquer. Puis, deuxièmement, c'est pour apprendre à reconnaître là, ces bruits-là. Puis, quand vous allez avoir des patients emphysémeux, ça va être important pour vous de savoir, quand vous arrivez sur votre quart de travail, comment il était mon patient le matin quand je suis arrivée. Donc, c'est important de faire ces auscultations-là. Le cœur pulmonaire, j'en ai parlé tout à l'heure. Puis, ça fait partie des complications graves des maladies pulmonaires respiratoires obstructives. Il y en a d'autres, mais nous, on va se concentrer sur le cœur pulmonaire puis l'insuffisance respiratoire aiguë. C'est ce qui est, c'est pas que c'est plus fréquent que les autres, mais c'est ce qui est sur quoi on va mettre l'emphase le plus aujourd'hui. Les exacerbations des maladies, ça vient souvent avec les rhumes, les grippes, en ce moment-ci avec le COVID. Donc, c'est clair que les patients qui sont atteints de maladies respiratoires obstructives chroniques sont beaucoup plus à risque d'avoir des complications avec la COVID que les patients qui ne souffrent pas de ces maladies-là. La dépression, l'anxiété, j'en ai parlé un petit peu, donc on va pas s'attarder là-dessus. On va vraiment s'attarder sur ces deux-là. Puis le cœur pulmonaire, j'en ai quand même parlé tout à l'heure, donc on revient là-dessus un petit peu. Pourquoi les patients emphysémeux ou bronchite chronique aussi, mais c'est surtout les emphysémeux, développent les cœurs pulmonaires? C'est parce qu'ils souffrent d'hypoxie, donc le corps, pour compenser à cette hypoxie-là, va produire plus de globules rouges. Plus de globules rouges veut dire du sang plus visqueux, veut dire que le cœur va travailler plus fort pour le faire circuler. Ensuite de ça, c'est des patients qui sont souvent en acidose parce qu'ils contiennent, leur taux de CO2 est plus élevé. Et comme le CO2 est un élément acide, c'est des patients qui vont tomber en acidose causée par leur CO2. Et l'acidose cause de la vasoconstriction pulmonaire. Donc, on essaye de faire circuler du sang épais ou visqueux dans des vaisseaux sanguins qui sont constrictés. Donc, clairement, notre cœur essaye de travailler plus fort. En plus, pas il essaye, il travaille plus fort. En plus de ça, notre lit vasculaire est diminué parce qu'on a des parties de nos poumons qui sont non fonctionnelles du tout. Donc, on a encore moins d'endroits où on peut envoyer le sang pour faire les échanges gazeux. Donc, notre cœur, là, il travaille vraiment, vraiment fort. À force de travailler fort comme ça, il va devenir fatigué et hypertrophié et on va développer ce qu'on appelle le cœur pulmonaire. Quand notre patient est rendu à développer un cœur pulmonaire, là, ça va plus bien dans sa vie. C'est vraiment un prognostic sombre. Je pense que je l'ai écrit en quelque part. Là, ici, c'est la même chose, mais expliqué en tableau pour ceux qui sont un peu plus visuels. C'est exactement la même chose. Le cœur pulmonaire, je l'ai dit tout à l'heure, ça va ressembler à de l'insuffisance cardiaque à droite, comme un insuffisant cardiaque qui a fait un infarctus, là, ça va ressembler à ça. C'est juste que l'insuffisance cardiaque n'est pas causée par un problème cardiaque, elle est causée par un problème pulmonaire. Donc, les symptômes ou les manifestations cliniques, on devrait dire, sont à peu près les mêmes. On parle de dyspnée, on parle de édème aux membres inférieurs, on parle d'augmentation de poids parce que c'est des gens qui ont tendance à retenir leur liquide. On va parler d'hépatomégalie parce qu'il va y avoir un reflux de sang vers le foie. Donc, le foie va avoir tendance à être engorgé de sang. Donc, il va devenir édémacié, on va dire. Douleur à l'hypocondre droit, ça va avec l'hépatomégalie. Distension de la veine jugulaire. Là, on parle vraiment là d'un cœur qui est insuffisant beaucoup. Puis on va le voir ici, on le verrait aussi chez un insuffisant cardiaque causé par des problèmes cardiaques, là. Mais c'est vraiment la veine jugulaire qui est qui est grosse, qui est gonflée par un surplus de sang, là. Je pense que j'ai des photos de ça se peut-tu? Ben non, j'ai pas de photos. J'avais une photo avant de ça, de valeur. Je l'ai plus, mais c'est vraiment la grosse veine ici. Je vais essayer de vous la trouver puis vous l'envoyer en lien par la suite. Ensuite de ça, l'insuffisance respiratoire aiguë, là, c'est pas quelque chose qui se développe tranquillement pas vite. Quand on parle du cœur pulmonaire, c'est quelque chose qui se développe au cours de semaines, de mois, voire d'années. Tandis que l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est quelque chose qui arrive très, très rapidement. Ça va souvent arriver parce que le patient a développé une infection, parce que le patient a arrêté de prendre certains médicaments, parce que le patient a pris trop d'oxygène. Donc, ça peut être causé par toutes sortes de choses. Là, on parle ici
d'infection, pneumonie, la grippe, la COVID en ce moment, là, c'est sûr que ça peut causer une insuffisance respiratoire aiguë là, très, très rapidement. L'arrêt de certains médicaments, puis on va voir que souvent c'est causé par le fait que ça coûte très cher, ces médicaments-là. Si vous regardez, là, ceux qui sont allés en stage ou qui vont en stage en ce moment, regardez vos patients qui prennent du Spiriva, puis qui en prennent une fois, 2 fois par jour des fois. C'est 2 $ de la dose. Calculez-le comme vous voulez, là, mais c'est dispendieux. Pour un patient qui a un budget limité, d'avoir à payer 2 $ par jour, mettons que c'est là juste une fois, on parle de 60 $ par mois. Si c'est 2 fois par jour, on parle de 120 $ par mois. C'est des sous pour quelqu'un qui a un budget limité. Donc, honnêtement, souvent, c'est le premier médicament qu'ils vont arrêter. Ça, puis le Fleuvant. Le Fleuvant aussi, c'est quand même assez dispendieux. Puis c'est un autre médicament qu'on prend 2 fois par jour. Donc, 50 $ pour une pompe qui d'habitude va durer à peu près le mois. C'est les 2 médicaments les plus dispendieux. C'est les 2 médicaments qui gèrent les problématiques respiratoires sur une longue période de temps. Ils ne gèrent pas les crises. Ils nous gardent le plus possible en santé pour une plus longue période. J'essaie de m'expliquer, là, puis ça ne fonctionne pas, mon affaire. C'est en prévention. Donc, c'est pas des médicaments qu'on va prendre pour gérer une crise, c'est des médicaments qu'on prend en prévention. Donc, les gens vont avoir tendance à arrêter ces médicaments-là parce qu'ils se disent, mais je vais bien, j'en ai pas de besoin. Donc, je vais les arrêter. Et c'est vraiment exactement le contraire qu'ils devraient faire. Ils vont continuer à acheter le Ventolin parce que c'est pas cher, mais le Ventolin, c'est pour traiter les crises, c'est pas pour prévenir. Donc, souvent, les insuffisances respiratoires aiguës vont être causées par le manque de sous, les patients qui arrêtent leurs médicaments. L'oxygène à taux trop élevé, je l'ai dit tout à l'heure que les MPOC, les patients, surtout les patients emphysémeux, c'est les patients qui ont un taux de CO2 qui est très élevé, tout le temps. Donc, ils deviennent comme un peu désensibilisés à ce taux de CO2-là. Leur centre respiratoire n'est pas stimulé de la même façon. Nous, une personne normale va être stimulée par un taux de CO2 qui est élevé. Quand notre taux de CO2 est élevé, notre centre respiratoire fait comme « Hey, respire ma belle » et il va te faire respirer. Tandis qu'un patient qui est emphysémeux, lui, est exposé au CO2 tout le temps. Il est désensibilisé à ce CO2-là, donc ça ne va pas le stimuler à respirer. Ce qui le stimule à respirer, c'est une baisse de l'oxygène. Il y a moins d'oxygène dans le sang. Là, j'ai-tu expliqué ça? Non, c'est ça. Il est stimulé par une baisse d'oxygène. S'il y a trop d'oxygène dans son sang, le patient va arrêter de respirer. Donc, si on donne de l'oxygène à haut débit à un patient MPOC qui, lui, est stimulé par une baisse de l'oxygène, et on va l'empêcher de respirer, là, c'est sûr que le centre respiratoire va arrêter de respirer. L'hypercapnie prolongée, l'acidose respiratoire aussi, ça peut être très problématique. Et l'utilisation de certains médicaments, et pourtant, là, on se contredit un peu, parce qu'on a dit tout à l'heure que les patients MPOC, c'est des patients qui sont très anxieux et à qui on va donner des activants ou d'autres sortes de benzodiazépines, mais la plupart du temps, c'est de l'activant, sur une base régulière pour gérer leur anxiété. Là, vous allez me dire, vous vous contrariez, madame, mais on essaie de peser les pour et les contre. Est-ce que c'est mieux d'être très, très stressé ou de risquer d'avoir une baisse de respiration à cause des benzodiazépines? Puis il faut peser les pour et les contre et ça va être du cas par cas. Chaque patient va être différent. Qu'est-ce que ça a l'air, l'insuffisance respiratoire aiguë? Là, je vais m'arrêter ici parce que j'arrive trop proche de mon 15 minutes puis je voudrais être en mesure de bien expliquer ça. Donc, je vais arrêter et on va continuer un peu plus